Allez, vous êtes 44 de connectés. Je pense que c'est 14 heures. On va pouvoir commencer. Donc, bonjour à tous. Donc, je me présente. Donc, je suis Sandrine Canoué, le praticien indigène sur le site du CPS de Toulouse et qui est en charge avec mes autres collègues de la coordination du réseau des équipes mobiles indigènes et dans ce cadre-là de l'enquête nationale de prévalence pour les structures médico-sociales. Donc, on anime ce webinaire avec Emmanuel Sarrivière qui est sur côté Montpellier, donc on ne se voit pas, on se devine vers les écrans. Bonjour à tous. Et Caroline Weiss, notre assistante, qui a en charge, en fait, c'est vous adressez tous les courriers, qui aussi. Voilà Caroline, merci Caroline. Bonjour. Voilà, Caroline qui est là et qui est notre assistante pour cette mission d'accompagnement de l'équipe de l'enquête nationale de prévalence. Alors, je vais partager mon écran pour démarrer. Alors, ce webinaire est exactement le même que celui que l'on vous a proposé la semaine dernière et arrive en suivant, je pense que vous avez bien noté les dates, deux webinaires. Donc, mardi prochain, le 23 avril et mardi suivant, le 30 avril, sur des cas cliniques pour vraiment vous aider à remplir la fiche résident. Pareil, donc c'est le même contenu, hein, donc bon, sauf si vous voulez vraiment vous connecter aux deux, mais le contenu est le même sur les deux sessions qui vont arriver. Les supports sont accessibles sur le site et il y a un replay qui est enregistré qui vous permettra de revisionner ces éléments. Alors, je partage. Alors, partager écran. Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, c'est bon. Oui. Bon, comme il faut. Moi, je ne vous vois plus. Hein, alors, si je vous perds, voilà. Donc, par contre, le temps de la présentation, ça serait, voilà, essayer de peut-être de couper vos micros, d'éviter les échanges. Vous pouvez poser vos questions dans le chat au niveau conversation. Et à la fin, bien sûr, il y aura un temps de questions-réponses par rapport aux questions que vous vous posez autour de cette enquête. Donc, juste quelques mots d'introduction. Donc, l'enquête de prévalence, c'est vraiment un temps fort pour vos structures pour faire un point sur le risque infectieux, hein, la cartographie de vos résidents, les facteurs de risque auxquels ils sont exposés, les infections associées aux soins dans vos structures et l'exposition de vos résidents au traitement anti-infectieux. Ça va vous permettre en fait d'orienter vos actions de prévention sur des choses qui sont vraiment la réalité de votre structure. Ensuite, au niveau des équipes mobiles indigènes qui vous accompagnent, ça permet aussi d'orienter des actions de prévention à l'échelle d'un territoire de santé. Et nous, en région, on va pouvoir aussi, à partir des résultats de cette enquête, vous proposer des outils, des formations adaptées vraiment à la réalité du risque infectieux. Et c'est un projet qui est national, donc il y aura un traitement des données en national et également européen pour évaluer nos stratégies de prévention du risque infectieux. Donc, c'est vrai que dans ce sens-là, on vous incite vraiment à la fois pour vous, pour vos structures et pour voilà, votre contexte de risque infectieux et nous aussi à l'échelle régionale et nationale à participer à cette enquête. Pensez, parce que des fois, encore ce matin, j'ai eu certains d'entre vous au téléphone, on a la coupe pathos, on a l'évaluation externe, c'est quelque chose qui se rajoute, mais ça a du sens quand même. Hein. Si vous avez fait la coupe pathos récemment, ben, tout ce qui est facteur de risque des résidents que l'on vous demande de recueillir pour l'enquête, vous les aurez en tête et à jour. Et si vous êtes dans une démarche d'évaluation externe ou si vous l'avez passé, vous savez que ça revient, hein, c'est un cycle. Vous allez pouvoir aussi capitaliser sur cette enquête pour avoir une politique de prévention du risque infectieux adaptée à votre structure. Donc, ça a quand même du sens. Alors, suite à la première visio la semaine dernière, il y avait des questions qui revenaient un petit peu de façon récurrente, notamment les codes d'accès et l'outil informatique qui va vous servir à saisir. Donc, on en reparlera, mais juste sachez que c'est au niveau national que Santé publique France va proposer fin avril une formation sur l'outil de saisie qui s'appelle Prévias. Donc, on vous relaiera dès qu'on aura la date. On n'a pas encore la date de ce webinaire.
Si c'est un peu lourd, parce que ça va peut-être faire beaucoup de webinaires pour vous, on essaiera de vous faire un petit document synthétique pour vraiment la partie accès à l'application. Le 13 mai aussi, vous recevrez par Santé publique France les codes d'accès, donc on y reviendra un petit peu au cours de la présentation. Et par contre, tout au long de la durée de l'enquête, il y a une foire aux questions qui va être ouverte. Donc franchement, n'hésitez pas, dès que vous avez une problématique, qu'elle soit d'ordre technique ou qu'elle soit d'ordre donc technique, accès à l'application, je ne sais pas, je ne trouve plus, je dois corriger des données qui sont automatiquement renseignées, qui sont fausses. Bon, comment je fais? Donc renvoyez-nous toutes vos questions, puisque Santé publique France et les CPIAS au niveau national, on va alimenter tout le temps de l'enquête la foire aux questions. Donc, soit ça n'hésitez pas. Donc, le support que j'utilise pour cette présentation, alors, est-ce que ça passe? Comment je vais faire? Pourquoi je n'arrive pas à faire défiler? Alors, suivant, je suis passée par là. Donc, c'est le support qui a été proposé par Santé publique France. Donc, vous voyez qu'il est, en fait, ce support, vous l'avez à disposition en format PowerPoint. Voilà, si vous voulez en utiliser qu'une petite partie pour faire la présentation à vos équipes, gardez quand même la dénomination, c'est le support Santé publique France REPIAS. Voilà, il ne doit pas être modifié. Par contre, méfiez-vous parce que chaque texte en rose surligné renvoie à une partie directement du support. Hein, donc, ça vous permet d'aller rapidement chercher une information que vous souhaiteriez récupérer à un moment donné. Donc, cette présentation, elle s'articule comme ci. Donc, on va rapidement parler du contexte et des objectifs de cette enquête. Ensuite, on rentrera dans la méthodologie, puis l'organisation. Rapidement, le questionnaire établissement, parce que là, il y en a un à remplir et beaucoup de champs seront déjà pré-remplis. On passera un peu de temps sur le questionnaire résident, l'application Prévia, donc l'application de saisie, mais très rapidement, parce que je vous en ai un petit peu parlé dans l'introduction. Et puis, pour ceux qui avaient déjà fait l'enquête de 2016, on regardera un petit peu les éléments nouveaux dans cette enquête. Alors, concernant les objectifs et le contexte de l'enquête, donc il y a peut-être les plus anciennes d'entre vous, alors j'en fais partie, hein, je vous rassure, on avait déjà fait en 2010 et en 2016 deux enquêtes, européennes. 2010 c'était HALT 1, 2016 c'était HALT 3. Donc, vous voyez, les échantillons, le nombre d'EHPAD qui avaient été inclus était assez restreint, donc 65 en 2010, 367 en 2016, et avec un taux de prévalence qui était estimé entre 4,12% ou 3,04% selon l'année. Malheureusement, en fait, les échantillons n'étaient pas comparables entre les deux années, c'était un petit peu une nouveauté, et surtout les périodes d'enquête n'étaient pas non plus comparables. HALT 1 avait été fait en juin-septembre et HALT 3 en mai-juin. Donc, bien sûr, l'exposition aux données saisonnières épidémiques et n'était pas le même, donc c'était difficile d'en tirer des conclusions. Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que cette enquête est pilotée au niveau européen. Donc, il y a eu un gros travail fait par le groupe de travail national pour traduire, en fait, avec les éléments que l'on avait, nous, en France, d'identification des infections. Elle est pilotée en national par le réseau de prévention des infections associées aux soins, le REPIAS, qui va changer de nom, qui est en train de changer de nom. Et puis surtout, elle est portée par notre stratégie nationale 2022-2025 de prévention des infections qui avait inscrit la réalisation de cette enquête et surtout qui va permettre aussi de définir la stratégie qui viendra en suivant, parce que 2025 arrive rapidement et ça va nous permettre de voir déjà si on a atteint les objectifs en termes de prévention du risque pour les établissements médico-sociaux et de trouver de nouveaux objectifs ou de modifier les objectifs. Dans le groupe de travail, je passe rapidement, vous voyez, on n'était pas tout seul à organiser cette enquête, il y a beaucoup de personnes qui se sont mobilisées. Donc, les objectifs, ils sont à la fois de produire des indicateurs de prévalence des IAS, infections associées aux soins et des traitements antibiotiques, un jour donné, dans une structure, dans vos structures d'hébergement, on va regarder la prévalence des infections associées aux soins et des traitements anti-infectieux prescrits aux résidents.
L'enquête est ciblée en priorité sur les EHPAD, mais la nouveauté cette année, elle est ouverte aussi sur la base du volontariat à toutes les structures, établissements médico-sociaux produisant du soin qui souhaitent y participer, c'est-à-dire à toutes les structures du handicap, femmes, masses, et les autres structures qui produisent du soin. On va mesurer la prévalence des infections et des traitements à différentes échelles géographiques, locales, régionales, nationales et européennes. Et on mesure aussi l'évolution temporelle de la prévalence, même si je vous dis les périodes d'enquête étaient un peu différentes, on va quand même regarder par rapport à 2016 comment a évolué ce risque infectieux, comment ont évolué les caractéristiques des résidents, les expositions aux facteurs de risque, avec peut-être plus actuellement de résidents avec des dispositifs invasifs, peut-être que l'on en avait en 2016. En fait, l'enquête nous le dira, mais c'est peut-être un peu la tendance qui va se dessiner. On veut décrire les infections et les traitements. Donc, pour les infections associées aux soins, on va décrire les sites infectieux, où sont les infections associées aux soins, les micro-organismes qui sont concernés et leur niveau de résistance aux antibiotiques. Pour les anti-infectieux, on va décrire les molécules qui sont utilisées dans vos structures, les voies d'administration, les durées, les contextes de prescription, les indications, l'origine de la prescription. Donc, c'est des données qui vont nous permettre, au niveau CEPIAS en région et au niveau du Centre régional d'antibiothérapie, le CRATB, de vous proposer aussi des outils adaptés. Comme cette année, vous avez eu la plaquette d'antibiothérapie et personnes âgées ou celle sur les prélèvements. L'objectif aussi est de renforcer la sensibilisation au risque infectieux et au bon usage des antibiotiques. En permettant, en fait, l'enquête de prévalence, c'est quand même un temps donné où on va se poser dans la structure, hein, voilà, et on regarde un petit peu sur une coupe ce qui se passe autour des antibiotiques, autour des infections et peut-être des moments de plus propices aux échanges avec les médecins prescripteurs, voilà, sur les indications, sur les durées des traitements anti-infectieux. Donc voilà, et après, les données seront poolées aussi au niveau national et européen. Donc voilà, pourquoi on vous incite à participer à l'enquête? C'est pour toutes ces raisons-là, c'est mobiliser les professionnels et les prescripteurs un jour donné, impulser une politique de prévention dans vos structures, en lui donnant de la réalité de terrain. C'est-à-dire que, je ne sais pas, cette année, si vous avez décidé de travailler un protocole ou des actions sur les sous-cutanés et que bon, finalement, voilà, voilà, ça va vous permettre de regarder les résidents aujourd'hui, un jour donné, qui sont porteurs de cet abord vasculaire, et puis de voir un petit peu, voilà, combien de temps, voilà, ce temps de recul qu'on n'a pas toujours dans les dossiers, surtout dans vos structures où vous avez un nombre de résidents important et où on a du soin, mais pas que du soin. Et donc, on n'a parfois pas le recul et le temps pour faire un petit peu ce point un petit peu global du risque infectieux. Ça va vous permettre d'identifier des secteurs ou des unités de vie dans vos structures qui sont peut-être où le risque infectieux est un peu plus prégnant que d'autres, notamment si vous avez une UHR par rapport à un secteur conventionnel de prise en charge. On va avoir des indicateurs aussi sur les prescriptions en anti-infectieux. Les prescriptions anti-infectieux, les médecins généralistes donc, interviennent, prescrivent ces anti-infectieux. Mais si on veut discuter avec eux du bon usage des antibiotiques, des durées de prescription, c'est le bon moment. En fait, voilà, vous pouvez faire un focus aussi sur les patients traités par anti-infectieux. Donc voilà, pour toutes ces raisons, en fait, c'est vraiment incitatif. C'est pas quelqu'un ce matin me disait, mais c'est un truc en plus. Mais non, c'est pas. Voilà, il faut. Bon, la présentation, elle est dense, hein, on va rentrer dans le détail, mais après, vous regarderez sur les éléments qu'on vous demande concrètement sur la fiche de résident. Il y a beaucoup de choses que vous avez, déjà vous savez, et les informations, vous les avez sur la connaissance de vos résidents. Alors, sur la partie méthode d'enquête, donc là, c'est vraiment des données techniques voilà, de définition. Qu'est-ce qu'une enquête de prévalence? C'est une étude transversale à visée descriptive. On va regarder un jour donné dans la structure ce qui se passe autour du risque infectieux et du traitement par antibiotiques. On va relever la proportion de résidents qui présentent au moins une infection associée aux soins un jour donné, exprimée pour 100 résidents de la structure. Donc là, je me dis, ouais, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Vous avez les chiffres que je vous ai montrés en introduction, entre 4% et 5%, c'est-à-dire 5 résidents sur 100
pourront présenter une infection associée aux soins. Si on regarde l'enquête nationale qui a eu lieu en 2022 pour les établissements de santé, le taux d'infection est aux alentours de 5 patients pour 100, voilà, pour 100 patients hospitalisés dans des secteurs où le risque infectieux est un peu plus prévalent que dans vos structures, dans les établissements médico-sociaux. Donc finalement, des patients infectés ou des patients traités par anti-infectieux, ça, voilà, ça sera des dossiers qui seront intéressants à regarder dans le détail pour vous, mais ça ne sera pas la moitié de votre structure, bon, sauf situation exceptionnelle d'épidémie, mais voilà, ça ne devrait pas être à ce niveau-là. Donc, on va regarder la prévalence des résidents infectés et traités, mais on va regarder aussi la prévalence des infections associées aux soins et des traitements anti-infectieux, parce que vous savez bien qu'un résident peut avoir plusieurs infections et va pouvoir, vous allez pouvoir identifier jusqu'à 3 infections associées aux soins par résident. Et pour les traitements antibiotiques aussi, c'est la même chose. Un résident peut avoir plusieurs lignes d'antibiothérapie. Donc, on estime jusqu'à 4. Hein. On n'espère pas que vous alliez jusqu'à 4, mais ça peut arriver parfois. Et donc, on aura comme ça une prévalence des infections associées aux soins ou une prévalence des traitements antibiotiques. Et forcément, elle devrait être plus élevée que la prévalence des résidents infectés ou des traitements par antibiotiques. On va regarder aussi là, cette notion de cas prévalent, c'est-à-dire de nouveaux cas qui vont déclarer une infection associée aux soins le jour de l'enquête et de résidents pour lesquels le traitement anti-infectieux est prescrit le jour de l'enquête. Et puis, on a aussi les anciens cas, c'est-à-dire que vous faites l'enquête aujourd'hui, mardi. Vous avez peut-être des résidents qui, depuis vendredi dernier, sont traités par antibiotiques et toujours infectés. Mais ceux-là, effectivement, vous allez les inclure dans l'enquête. Hein. C'est vraiment un jour donné, les prescriptions du jour, mais souvent, enfin, vous aurez souvent des prescriptions qui ont été initiées plusieurs jours avant. Il faut qu'elles soient toujours actives. Hein, donc ça, on verra dans la définition. Si le traitement, la dernière prise du traitement anti-infectieux a eu lieu le lundi, vous venez faire l'enquête le mardi, ben, le mardi, le patient n'est plus sous traitement anti-infectieux. Donc, ça permet de dégager aussi le taux de prévalence qui va dépendre de la durée de l'infection et du traitement. Alors, qu'est-ce qui est un peu de neuf par rapport dans cette enquête 2024? C'est qu'on ouvre largement, c'est à titre expérimental parce qu'on a aujourd'hui très peu de données sur le risque infectieux dans les foyers d'accueil médicalisés, les femmes dans les foyers d'accueil, donc les établissements d'accueil médicalisés, EAM, et les maisons d'accueil spécialisées, les MAS. On a vu l'impact qu'a eu la Covid dans ces structures du handicap, mais on n'a pas de données très fiables sur les infections associées aux soins dans ce secteur-là. Donc, du coup, qui dit pas de données, dit des difficultés d'orienter les actions que l'on va pouvoir mettre en place dans vos structures. Vous allez pouvoir mettre en place, que votre équipe mobile indigène va pouvoir vous impulser dans son territoire, qu'au niveau régional, on va pouvoir aussi piloter, voire le national. Donc, ça, c'est une donnée importante. Donc, c'est vraiment sur la base du volontariat. Tous les établissements médico-sociaux qui sont ciblés, hein, donc toutes les EHPAD plus les structures du secteur du handicap que je vous ai citées peuvent participer. L'enquête, elle est ouverte à tous. Tout participant donc, aura des codes d'accès pour saisir, rentrer dans l'enquête et saisir. Sur cette base ouverte hein, à tous nos établissements, donc c'est plus de 1000 établissements de la région, on a un échantillon, c'est aux alentours de 10%, donc pour nous c'est 102 structures, enfin 103, puis là maintenant il y a 101 parce qu'il y en a 2 qui étaient fermées, petite histoire. Il y a 102 établissements qu'on appelle tirés au sort. Hein, donc, pour cela, vous avez une information, si vous en faites partie, une information particulière qui vous a été adressée. Alors, ce n'est pas une punition. Hein, parce qu'on a eu, certains nous ont appelé, pourquoi moi et pourquoi pas. Non, non, non. C'est en fait une représentation, un tirage au sort à l'échelle de la région et qui est fait par Santé publique France à partir de l'annuaire des CEPIAS, donc de la connaissance qu'ils ont des établissements de santé, des établissements du médico-social. Donc, voilà, n'envoyez pas quelque chose de ciblé, il n'y a aucun contrôle derrière sur cette enquête. C'est juste ces établissements. Au niveau national, il faut cibler les établissements parce que c'est sur ces échantillons-là que le national Santé publique France va faire des contrôles pour la fiabilité des données, pour pouvoir que les données qui sont utilisées pour piloter au niveau national la stratégie de prévention, voire au niveau européen, soient confortées et validées.
Donc, vous aurez un questionnaire résident à compléter pour chaque résident éligible. Ça, c'est un petit peu nouveau. En 2016, on ne remplissait un questionnaire que pour les patients infectés. Donc, c'est un peu ce qui va être peut-être un peu plus lourd pour vous par rapport à l'enquête des 2016, ou pour celle que vous avez continué à faire pour certaines structures depuis. C'est un questionnaire par résident qui présente ou non une infection. L'intérêt de ça, c'est que ça va permettre d'avoir des données agrégées, c'est-à-dire des données où le dénominateur du paramètre que l'on va étudier sera l'ensemble des résidents éligibles. Du coup, cela va se calculer automatiquement puisque vous aurez rentré tous vos résidents de votre structure. Donc, concrètement, si vous faites l'enquête, on va changer le jour, allez, jeudi, que vous avez 65 patients présents le matin à 8 heures, selon les critères, on verra un peu plus dans le détail, vous devez avoir 65 questionnaires remplis. Donc, les questionnaires restent papier, puisque sur chaque feuille, après, vous allez pouvoir mettre des numéros d'anonymat et surtout, ça va vous permettre de revenir dessus parce que vous n'aurez peut-être pas toutes les informations le jour de l'enquête. Peut-être qu'il faudra attendre un résultat de prélèvement biologique, il faudra peut-être attendre le passage du médecin si c'est la température le matin avec une suspicion, une bandelette positive. On n'a pas l'avis, vous passez à 10 heures et le médecin traitant va passer en fin d'après-midi. Ben, ce dossier, il faudra le laisser ouvert et puis pouvoir y revenir pour avoir la suite de l'évaluation et de la prise en charge de l'infection. Donc, la population qui est enquêtée, donc voilà, toutes les EHPAD, comprenant un hébergement médicalisé de personnes âgées dépendantes, proposant un accueil complet internat, qu'elles soient en France ou en Outre-mer, et également les autres établissements médico-sociaux dont je vous ai cité, FAM, EAM, MAS, à partir du moment où il y a un hébergement complet de résidents. Donc, vos structures, pour participer à l'enquête, doivent avoir une surveillance 24 heures sur 24, pas forcément infirmier, hein, donc il y a une permanence soignante 24 heures sur 24 pour des soins médicaux ou infirmiers de qualité et des soins à la personne. Les résidents éligibles. Alors, pour que vos résidents soient inclus dans l'enquête, il faut qu'ils soient en hébergement complet au moment de l'enquête et présents à 8 heures le matin, le jour de l'enquête dans l'établissement. Alors, pourquoi cette notion de présent à 8 heures le jour de l'enquête? Si il y a une entrée prévue dans l'après-midi, le jour de l'enquête, bien sûr, le résident n'est pas inclus. Vous ne connaissez pas ce résident et puis l'infection associée aux soins, en tous les cas, s'il y en a une, elle n'est pas contractée dans le cadre de sa prise en charge chez vous. Il faut que le résident soit présent au moment où l'enquêteur passe dans le secteur de soins ou dans l'unité. Alors, présence, ça veut dire physiquement, oui, mais pas que. Il peut être parti en consultation le matin, il revient le soir, il est présent. Donc, peut-être que si la fiche n'est pas bien remplie, ben, il faudra repasser pour ce résident-là. Il peut être parti pour des examens médicaux ou des traitements en ambulatoire chronique, mais il n'est pas hospitalisé. Il est toujours sous votre responsabilité. Il reviendra dans la soirée. Ce résident doit être inclus dans l'enquête. Donc, il peut être absent temporairement, il est allé chez sa famille, il est toujours résident de l'EHPAD ou il est transféré dans une autre unité temporairement, une UHR, il est toujours enquêté. Ce que vous allez exclure comme les résidents qui seront exclus sont ceux qui sont en accueil de jour ou en accueil temporaire, ceux qui ne sont pas présents à 8 heures le matin le jour de l'enquête ou sortis au moment de l'enquête parce qu'ils sont soit définitivement sortis de l'établissement ou alors qu'ils sont hospitalisés pour une durée de plus de 24 heures. Donc ceux-là, on ne revient pas dessus. Le jour où vous passez, ils ne sont pas là. Ils sont hospitalisés au SSR, ils sont ou partis aux urgences et a priori, ils ne reviendront pas dans la soirée. Donc ces résidents-là sont exclus de l'enquête. Et puis, il y a les résidents qui vont avoir exprimé le fait de ne pas souhaiter participer à l'enquête. Donc, on verra les conditions d'information et les conditions aussi d'exclusion des résidents. Donc, l'échantillonnage, c'est en France, donc le Santé publique France, pour la fiabilité, pour des méthodes statistiques de l'enquête, avait besoin de 940 EHPAD. Comme on est une grande région sur l'Occitanie, ben, on a la chance, on en a 102, ce qui est quand même assez conséquent. Donc, tous volontariat, donc je vous ai dit, les EHPAD tirent au sort. Et par contre, si vous vous engagez dans la démarche de participer à l'enquête, vous ne pouvez pas la faire que sur une partie de votre structure.
hein. Toutes les secteurs doivent être enquêtés. Vous pouvez, si vous avez une grosse capacité d'accueil, faire l'unité 1 le lundi, l'UHR le mardi, ça c'est possible. Heu, ne l'étalez pas trop dans le temps parce que si vous avez des mouvements de résidents, ça va vous compliquer la vie. Mais par contre, dans une même unité, c'est un jour donné. Donc voilà un petit peu la carte d'Occitanie sur les, voilà, je pense que là, hop, vous la voyez à l'écran. La carte d'Occitanie des structures, voilà. Donc il y a des «grands, gagnants» entre guillemets. Voilà, donc l'Hérault a pas mal d'établissements. Bon, c'est toujours pareil au prorata du nombre de structures et donc vous avez tout le monde est concerné, hein. Il y a pas de traitement de faveur, pas tout le monde a toute la région a son lot d'EHPAD tirés au sort. En termes de communication, hein, tout ce que je vous dis là, vous le retrouverez sur le site du CEPIAS. Vous le retrouvez dès à présent. Il y a un espace dédié qui s'appelle enquête de prévalence. Je vous ai mis le lien, hein, vous l'aurez dans le support pour y aller directement, avec le lien vers les webinaires et également le lien vers tous les outils. Donc, on a fait le choix de ne pas importer les outils de Santé publique France, mais de vous mettre les liens pour aller les trouver, puisqu'encore jusqu'à il y a 10 jours, le manuel de l'enquêteur faisait l'objet de modifications, de corrections. Donc voilà les dates dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et là, tout ce qui est en bleu souligné, vous cliquez, vous allez directement, ça vous renvoie vers Santé publique France et le guide méthodologique. Voilà. Hop, et là, c'est pareil. Alors, pour vous organiser pour cette enquête, voilà, comment vous allez procéder, ce qui est proposé. Donc, la période de l'enquête, elle est c'est vous, à votre gré, hein, c'est vous, à un moment où ça vous semble le plus adapté, qui allez vous organiser entre le 15 mai et le 28 juin. Voilà. Il y avait une question de vos collègues, enfin des hygiénistes de la région pour savoir si une structure vraiment ne voulait faire l'enquête parce qu'ils avaient vraiment envie d'avoir un petit peu une coupe sur le risque infectieux, mais techniquement ne pouvaient pas la faire sur cette période-là. Il n'y a pas de difficulté, ils peuvent la faire plus tard. Par contre, les données, voilà, il faut qu'ils saisissent les données jusqu'au 30 septembre. À partir du 30 septembre, il ne sera plus possible de saisir de nouveaux questionnaires et du coup, vous n'aurez pas de rapport validé. Par contre, si vous faites le choix de faire l'enquête le 30, enfin, au-delà du 28 juin, vos questionnaires ne seront pas inclus dans l'analyse nationale. Mais vous aurez quand même votre rapport si vous saisissez jusqu'au 30 septembre. Donc, le recueil peut se faire sur plusieurs jours selon la taille de l'établissement, je vous l'ai dit, mais par contre, par secteur ou par unité de vie, choisissez sur une seule journée pour des questions de simplification. Vous aurez des questionnaires standardisés, voilà, avec des données individuelles. Tout ce qui a pu être complété par avance avec les données administratives le sont. Maintenant, il faudra vérifier quand même qu'il n'y ait pas d'erreur ou de changement de dénomination de votre établissement. Les questionnaires résidents pour tous les résidents éligibles, ça je vous en ai déjà parlé. Donc, vous saisissez jusqu'au 30 septembre. À cette date-là, vous ne pourrez plus saisir de nouveaux questionnaires. Et le questionnaire établissement doit être validé également au 30 septembre. Ensuite, vous avez jusqu'au 31 décembre pour valider les questionnaires. Donc, il y a deux choses qui sont différentes. La saisie d'un questionnaire, il peut être saisi et non validé, c'est-à-dire il va rester ouvert pour vous et vous allez pouvoir y apporter des informations complémentaires si vous êtes en attente de résultats ou autre. Une fois qu'il est validé, pour le dévalider, il faudra appeler, enfin voilà, il y a une procédure particulière, mais du coup, vous pouvez, parce que c'est comme ça que vous êtes organisé, le jour même de l'enquête ou le lendemain, vous voulez saisir tous vos questionnaires résidents, il n'y a pas de difficulté. Ils sont ouverts, vous aurez des numéros qui seront attribués sur vos documents papier. Vous gardez bien vos documents papier avec vous, ça vous permet de se dire que le résident numéro 12, demain, je dois aller chercher le résultat de l'ECPU et vous pourrez revenir sur l'application pour alimenter au fur et à mesure les dossiers de vos résidents. Et quand par contre, si le jour de l'enquête, vous avez, ce qui va être le cas, hein, plus de 80% de vos résidents qui n'ont pas de traitement anti-infectieux ou pas d'infection, vous avez bien identifié les facteurs de risque des résidents et leurs caractéristiques, vous pouvez valider de suite votre questionnaire puisque la photo, c'est le jour de l'enquête, hein. Si 2 jours après, le résident a de la toux et de la température, on n'est plus dans le cadre de l'enquête, il n'est pas inclus dans l'enquête.
Donc voilà, donc 31 décembre, par contre, tous vos questionnaires doivent être validés et vous devez, aussi détruire les supports papier. Parce que ça, c'est important de ne pas garder ces supports. Alors je vous parle en connaissance de cause. Souvent, une fois qu'on avait fait l'enquête, on ne savait plus trop quoi en faire de ces questionnaires papier. Est-ce qu'on doit les archiver? Non, on les détruit, de façon anonyme et en les anonymisant au 31 décembre. Donc ce que vous pouvez faire en amont du recueil des données pour vous préparer, donc c'est bientôt le 15 mai, mais vous avez jusqu'au 28 juin. Donc déjà, ce que certains d'entre vous ont fait ou pas, ce que les équipes mobiles indigènes vous ont demandé, vous vous êtes organisés, c'est informer la direction de l'établissement de la programmation de l'enquête. En sachant quand même que si les données qui sont dans la base de l'annuaire national des CEPIAS sont à jour, vous avez déjà reçu par le CEPIAS Occitanie, donc toutes les personnes qui sont identifiées dans cette base de votre structure ont déjà été informées de l'enquête, savent s'ils ont ou pas été tirés au sort. L'information a été relayée en proximité par les équipes mobiles indigènes quand vos établissements sont accompagnés par une EMH. Vous avez également eu pour certains un relais d'information par votre DTARS, puisque l'enquête, bien sûr, elle se fait en lien et en partenariat avec l'ARS qui connaît les EHPAD tirés au sort et qui a, au niveau régional, demandé à toutes les DTARS de revenir vers vous pour savoir si vous avez bien eu l'information de cette enquête et vous aurez l'information qui va venir au 13 mai par Santé publique France, toujours à partir de cette même base de données, qui va vous donner le chemin à suivre pour avoir les codes d'accès à l'application. Voilà, donc l'information, elle est maillée. Beaucoup, par contre, pour certains, vous les avez reçus dans vos spams. Donc, si vous avez un doute, vous n'avez pas l'info, voilà. Enfin, si vous êtes là aujourd'hui, c'est qu'a priori, vous avez eu l'info. Mais bon, on a poulé et même pour les quelques établissements là ce matin qui nous restaient un petit peu orphelins ou pour lesquels on n'avait pas de retour, en les appelant, ils avaient quand même bien reçu l'information. Donc voilà, l'information de la direction. Donc il faut, si vous avez délégué à la protection des données, donc ça c'est surtout pour les structures qui sont plutôt les grosses structures où c'est un groupe, vous appartenez à un groupe, où vous êtes rattaché à un établissement de santé. Donc là, il faut être sûr que votre, alors RGPD, je ne sais plus comment il s'appelle, voilà, ait bien été informé. De toute façon, le Santé publique France a fait une déclaration à la CNIL pour cette enquête. Donc voilà, tout ça est dans le manuel, il n'y a pas de difficulté aucune sur les éléments qui seront recueillis sur ce volet-là de confidentialité, de protection des données. Il faut avoir pris contact avec les responsables des secteurs et unités de vie, donc ce sont les IDEC, les médecins co, voilà, puisqu'effectivement cette enquête ne peut pas se faire sans les acteurs de terrain. C'est bien d'avoir, si vous avez une grosse structure, vous avez plusieurs enquêteurs, d'avoir réuni et d'avoir fait de l'information au niveau des enquêteurs, leur remettre les questionnaires résidents, leur expliquer un petit peu les éléments qu'ils peuvent pré-remplir. Identifier bien les résidents éligibles, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez les outils dans vos structures pour savoir en fait, une extraction des résidents présents la veille de l'enquête. Voilà. Et puis après, vous vérifiez le jour de l'enquête qu'ils soient bien là et entre-temps n'ont pas été hospitalisés la nuit parce qu'il y a une dégradation de leur état. Donc ça vous permettra de vérifier que le nombre de questionnaires recueillis correspond vraiment au nombre de résidents éligibles. Il est important d'avoir informé les résidents. Donc, l'information que vous avez dans le guide, page 73, le document d'information qui a été préécrit par Santé publique France, qui peut être affiché dans vos structures, qui peut être envoyé aux familles, qui peut être remis aux résidents. L'idée, c'est d'avoir une information à la fois collective, mais à la fois individuelle. Par contre, comme certains nous l'ont demandé, on ne recueille pas de consentement écrit. Hein, donc, c'est une information individuel du résident par moyen qui vous semble le plus approprié ou de son représentant légal. Et par contre, s'il y a un refus qui est exprimé, dans ce cas-là, vous prenez soin de ne pas inclure ce résident, bien sûr, dans l'enquête. Les informations relatives à l'établissement, donc ça c'est le questionnaire établissement, on y reviendra après, je passe un peu vite. Vous vérifiez les critères d'inclusion des résidents, donc présents à 8 heures, tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous rassemblez les éléments du dossier, parce que vous allez voir, quand on va passer sur le questionnaire, il y a des éléments qui sont dans le dossier qui sont connus par les résidents, hein, par les professionnels. Il y en a d'autres peut-être que vous allez pouvoir recueillir par anticipation, avoir la liste
la veille de tous les traitements anti-infectieux qui sont dispensés par la pharmacie ou par l'officine. Ça va vous permettre aussi de vérifier que vous ayez bien voilà, dans vos dossiers autant de fiches remplies de résidents par anti-infectieux que vous n'avez d'anti-infectieux dispensés. Regardez un petit peu aussi les envois au laboratoire, ce que vous attendez comme résultat. Ça, c'est intéressant aussi pour, voilà, pour croiser. Voilà, vous avez tout un tas d'outils en interne qui vous permettent de vérifier et de vous aider à compléter ces questionnaires. Donc, un questionnaire par résident, hein, donc, les critères, on y revient après, c'est pour ça que je passe vite, hein, qui vous sont demandés, sont assez simples. Ils peuvent même être remplis pour la plupart pour les gens qui sont là, donc qui connaissent les résidents qui sont au plus près, sans revenir sur le dossier. La présence d'un dispositif invasif, donc un traitement anti-infectieux, une infection associée aux soins. Donc, vous voyez, il n'y a pas énormément d'éléments à aller chercher. Voilà, après, il peut y avoir des interrogations sur des situations particulières en lien avec une infection, mais ça renvoie à un thésaurus. Et puis, vous avez des hygiénistes en proximité, vous avez des hygiénistes en équipe mobile, ou vous avez, nous, le CEPIAS, pour vous aider à remplir s'il y a quelques doutes sur les codages des infections. Voilà, je passe vite. Le plus proche de l'enquête, vous complétez les résultats des examens paracliniques, vous validez les données donc avec le correspondant médical, notamment s'il y a des suspicions d'infection. Alors, la question nous a été posée souvent, est-ce qu'on peut faire l'enquête si on n'a pas de médecin coordonnateur? Oui, c'est possible. Dans le questionnaire établissement, il faudra identifier qu'il n'y a pas de médecin coordonnateur pour la structure. C'est pas grave, vous ferez quand même, mais c'est pas grave. Pour l'enquête, c'est pas grave. Pour vous, c'est sûrement très embêtant. Mais bon, vous pouvez quand même participer à l'enquête et du coup, la validation des infections, soit vous le ferez avec les médecins traitants, et si c'est difficile, vous avez aussi votre équipe mobile en hygiène qui fera le lien. Enfin, alors et puis vous avez un thésaurus assez précis qui vous permet de valider aussi les infections avec des critères cliniques très précis. Donc, le diagnostic des infections du site infectieux sera à rentrer s'il y a une infection. Le contexte de prescription des anti-infectieux s'il y a eu un traitement anti-infectieux. La réévaluation aussi seront à remplir. Donc, c'est dans le questionnaire résident que vous devez saisir, ouvrir donc avant le 30 septembre. Je vous redis les choses encore une fois, et valider avant le 31 décembre. Le questionnaire établissement, vous devez le valider, lui, avant le 30 septembre. Donc, questionnaire résident, il y en a qu'un. Vous allez voir, c'est très simple à remplir. Voilà, une fois que vous aurez validé toutes vos données, vous aurez vous, personnellement, dans votre structure, vous aurez un rapport automatisé. Voilà, il vous permettra aussi d'exporter les données. Vous aurez, comme chaque enquête, et s'il manque, vous aurez l'identification du résident, il nous manque, vous avez oublié de cocher non au dispositif invasif. Donc, il faudra revenir prévoir, en fait, une fois que vous aurez appuyé sur envoi, pensez qu'il pourra y avoir quelques dossiers à reprendre. Donc, c'est pour ça que c'est quand même important que le référent de l'enquête vérifie sur le questionnaire papier qu'il soit bien complété. On vous propose, Santé publique France propose, ça c'est pour les structures où il y a du monde, où vous avez les moyens d'avoir une équipe en charge de l'enquête dans chaque établissement. Si vous avez, bien sûr, si vous êtes affilié à une équipe mobile en hygiène qui est un appui de votre structure, elle va venir vous aider. Vous allez faire le lien avec elle. Donc, il faut identifier donc, un référent de l'enquête. SPF Santé publique France propose le médecin ou l'infirmière coordonnatrice, le cadre de l'établissement ou l'hygiéniste de l'établissement. Le référent de l'enquête, ce n'est pas l'équipe mobile en hygiène, puisque vous allez voir qu'il y a des données, il faut être présent, c'est quelqu'un de la structure. Après, si c'est une EHPAD qui est accompagnée par une équipe opérationnelle en hygiène, parce que c'est une EHPAD hospitalière, si c'est le choix de l'équipe opérationnelle en hygiène, elle peut aussi s'identifier comme référent de l'enquête. Les enquêteurs, donc ça c'est important d'avoir plusieurs professionnels qui vont vous aider à remplir les caractéristiques des résidents. Bon, très souvent, vous allez passer par vos correspondants en hygiène. S'il n'y a pas de correspondant en hygiène, ça va être les professionnels de terrain, parce que vous voyez, les caractéristiques des résidents et les facteurs de risque, ça ne peut se faire que par les professionnels au plus près qui connaissent au mieux les résidents.
Un correspondant médical de l'établissement, c'est le médecin coordonnateur ou le médecin traitant. Donc le rôle du référent de l'enquête, c'est lui qui va s'assurer du bon fonctionnement, c'est-à-dire que, tout le monde a bien été informé de l'enquête, que les résidents ont bien été informés aussi de la réalisation de cette enquête, qu'on a un certain nombre d'enquêteurs, même un ou plusieurs enquêteurs, disponibles. Hem, il va dans l'enquête, dans l'outil de saisie, le référent de l'enquête va être aussi l'administrateur local, donc c'est celui qui va avoir un profil dans l'outil de saisie qui va lui permettre de corriger les données établissement si elles sont erronées et aussi d'attribuer des codes de saisie à des personnes qui n'auraient pas été identifiées initialement par Santé publique France, voilà, et qui n'auraient pas reçu automatiquement la procédure pour obtenir les codes. Donc voilà, ça c'est important de bien savoir que le référent, en fait, c'est pas forcément le directeur, mais ça s'appelle le directeur, mais c'est quelqu'un qui va quand même s'intéresser à l'enquête, qui sera présent, qui va pouvoir aller dans l'outil, changer, voilà, modifier les données ou attribuer des codes de saisie à d'autres personnes. Donc il va établir ou s'assurer que la liste des résidents éligibles est bien présente dans chaque structure. Il va renseigner les informations relatives au questionnaire établissement. Et le jour de l'enquête, voilà, le jour de l'enquête, souvent ce qui se fait, bon, vous aurez chacun peut-être à ses organisations, quelques jours avant, vous avez préparé les questionnaires papier par nombre de résidents présents par unité, vérifier que voilà, l'éligibilité des résidents au plus près de l'enquête, hein, c'est surtout pour juste ne pas enquêter celui qui est parti ou hospitalisé depuis 2 jours. Et donc tout ça est remis à la personne au plus près pour remplir les caractéristiques résidents. Il va s'assurer donc à la fin de l'enquête, le jour de la à la fin de la journée décidée pour l'enquête de prévalence, qu'il y a autant de questionnaires papier qu'il y a de résidents éligibles. Et il va animer les accès, voilà, les échanges, ou voilà, tout ce qui est en lien avec l'enquête. Voilà, donc après, il va aussi donc, contrôler les données, vérifier la validation clinique des diagnostics, que le nombre de questionnaires résidents correspond au nombre de résidents éligibles. Il va organiser la saisie des questionnaires dans l'outil de saisie, proposé par Santé publique France et il vérifie, aussi la saisie de questionnaires établissement. Voilà, donc après la saisie, c'est lui qui aura en charge l'archivage des questionnaires résidents, leur destruction papier au 31 décembre et il va vérifier que tous les questionnaires au 31 décembre, du statut, qui aura été, donc ouvert, seront passés au statut validé, pour que ces questionnaires soient pris en compte au niveau de la base nationale. Il pourra éditer dans son profil, dans ses droits, il pourra éditer le rapport automatisé et il va s'assurer, parce que c'est bien, une fois qu'on a fait l'enquête, c'est pas juste une fin en soi, l'enquête, c'est comment on va diffuser ces résultats, à qui ils vont être présentés, hein, donc aux professionnels, bien sûr, peut-être au conseil de vie sociale, voilà. Animer toute l'action autour de ces résultats et de la déclinaison des actions de prévention. Et bien sûr, supprimer les questionnaires papier. Voilà, donc l'enquêteur, donc ça c'était le référent, l'enquêteur, lui, c'est la personne, donc il prend contact avec les professionnels. Si ce n'est pas un professionnel lui-même, il faut s'assurer qu'il sache ce qu'il doit recueillir comme élément. Il a été formé à l'enquête. Il récupère la liste des résidents éligibles. Il vérifie les critères d'inclusion. Il informe les résidents enquêtés. Hein, donc, information papier, il appelle, il s'assure qu'ils ont bien été informés. Et il remplit les questionnaires résidents. Et il établit aussi, il vérifie ou il met de côté les questionnaires pour lesquels il manquera des éléments à compléter. Et ensuite, au plus proche de l'enquête, c'est ce qui vous est conseillé de commencer la saisie des questionnaires résidents, ce que je vous disais, ne pas attendre la dernière date, parce qu'on ne s'en souviendra plus de ce qu'il y a dessus, le faire assez tôt, étant donné que de toute façon, le questionnaire peut être ouvert, mais vous n'êtes pas obligé de le valider au moment de la saisie. Et ça vous laisse le temps d'y revenir après sur le tableau Excel, puisque vous aurez une ligne par résident. Ça sera très facile de retrouver après, avec les documents papier, la ligne qui correspond au résident pour lequel vous devez compléter des éléments.
Le correspondant médical de la structure, voilà, lui va vous aider à confirmer le diagnostic des infections, à confirmer l'indication de traitement anti-infectieux et va vous aider aussi dans la réévaluation des prescriptions d'anti-infectieux. S'il n'est pas présent, vous dites qu'il n'est pas là. Par contre, vous travaillez tous ces éléments-là avec l'hygiéniste ou avec le médecin traitant ou avec nous au niveau du CEPIAS. Le rôle du CEPIAS, voilà, donc je vais assez vite, hein, donc nous on a quand même aussi des missions. Pas là que pour vous dire Yaka Faucon. On doit aussi, voilà, on a déjà identifié grâce à vos équipes mobiles d'hygiène, vérifié que les contacts qu'on avait pour les 102 EHPAD tirés au sort soient bien corrects. Et encore, jusqu'à hier, on peut quand même 102, c'est beaucoup, avoir des trous dans la raquette. Bon, a priori, c'est bon, on a tout le monde, on sait que tout le monde a été contacté, informé ou sera informé par son équipe mobile en hygiène. Donc l'ARS nous a demandé la liste des EHPAD tirés au sort, ce que nous avons donné, ce qui leur a permis après de venir vers le niveau régional, local et vous relayer l'information par ODT ARS. On a mis à jour toutes ces données dans la base du CEPIAS, on organise des formations, on aura des codes qui vont nous permettre de suivre si vous êtes, alors c'est pas pour vous contrôler, mais on va regarder un petit peu si vous êtes engagé dans l'enquête, si vous avez saisi. Donc ça, c'est vraiment pour les 102 EHPAD tirés au sort, celles qui vont permettre de définir la stratégie pour les années à venir dans ce secteur médico-social. Donc là, nous, on a quand même en charge de s'assurer que vous ayez bien, que vous soyez dans l'enquête. Et si vous n'avez pas les moyens de la réaliser, qu'on vous ait trouvé des personnes pour vous aider à la faire. On vous encourage à faire cette enquête pour toutes les raisons que je vous ai données au départ. Et on assure une assistante méthodologique, c'est-à-dire qu'on va faire le lien avec vos questions et la foire aux questions au niveau national. Santé publique France, eux, ils coordonnent la rédaction de la CE, qui ont animé tout le travail préparatoire autour de l'enquête. On a travaillé aussi, coordonne les données. C'est eux qui font les contrôles qualité sur un lot d'établissements tirés au sort, des tirés au sort, des 900 et quelques tirés au sort au niveau national. Par contre, c'est eux qui vont vous former sur l'application Prévias. Donc, d'ici la fin du mois d'avril, on n'a pas encore les dates, mais on vous relaiera cette information. Et comme je disais tout à l'heure, si vraiment c'est compliqué, tout le monde n'a pas pu se connecter, on essaiera de vous faire un petit mémo de synthèse pour accéder à l'application Prévias, qui est l'application de saisie. Ils pourront effectuer à votre demande des regroupements d'établissements si vous souhaitez, si vous êtes en charge. Alors ça, c'est plutôt, voilà, si votre structure a des établissements avec des numéros finesse géographiques différents et que vous souhaitez n'avoir qu'un seul rapport, donc le regroupement, ça, vous pourrez le faire. Par contre, si vous voulez quand même avoir des rapports distincts pour ces deux entités, donc vous ne les regrouperez pas vous à votre niveau saisie. Par contre, vous pouvez solliciter le Santé publique France pour avoir un regroupement. On a déjà une demande sur un GHT où il a été demandé en fait de pouvoir avoir un rapport avec un focus du GHT de toutes les structures qui vont participer à l'enquête pour déployer des actions à l'échelle d'un GHT, ce qui me semble tout à fait intéressant. Donc, par contre, ce niveau, parce que si c'est vous qui regroupez à ce moment-là, donc là, en l'occurrence, ça sera peut-être l'équipe mobile indigène qui regroupe, chaque établissement n'aura pas de rapport individuel. Donc ça, il n'y a pas d'intérêt, il ne faut pas faire ça. Il faut que chaque structure puisse avoir son rapport individuel et après, dans un deuxième temps, demander à SPF qui vous regroupe sur une liste d'établissements que vous leur identifierez. SPS va être en charge de l'analyse des données et aussi de la valorisation des résultats et du niveau européen aussi, d'échanges avec nos collègues des autres pays qui vont participer à l'enquête. Alors, pour la région, voilà, c'est nous qui allons, voilà, quelles sont les personnes qui vont être vos référents
Donc voilà, vous avez donc Emmanuel Sarivière, plutôt sur Montpellier, Patrick Duchesne, enfin côté Est Occitanie, côté Ouest Occitanie, c'est Patrick Duchesne, et Caroline Weiss qui sera sur tout ce qui est un peu l'aspect un peu technique, mise à jour de l'annuaire. C'est elle qui a fait tout le gros travail de mise à jour de l'annuaire des CEPIAS. 102 structures, c'était quelque chose. Et après, donc voilà, moi à cheval enfin, pour l'ensemble de la région, pour tout, voilà, si vous avez des questions ou une aide, besoin d'aide, on se déplace pour vous aider si vous n'êtes pas accompagné. Voilà, les contacts, ça vous avez un support qui contacter si vous voulez passer directement. Voilà, vous avez comme Dagno au niveau SPF qui est la personne ressource, et pour l'application Prévias aussi, vous avez les coordonnées. Vos équipes mobiles en hygiène, hein, donc voilà, je vous les donne, elles sont là. Sachez qu'elles nous ont vraiment aidés pour les 2 webinaires qui vont suivre, que l'on vous propose des cas cliniques qui sont le plus réalistes possible par rapport à vos résidents. Et donc, c'est à partir de ces cas cliniques travaillés en région que l'on a pu monter l'outil national. Alors, l'information des résidents, hein, donc, puisque c'était un point qui a fait un petit peu d'échange, débat la semaine dernière. Donc, elle se fait en amont de l'enquête, c'est mieux, mais SPF propose aussi que vous puissiez le faire lors du passage dans les unités. Moi, à mon avis, c'est en amont par affichage et par envoi, et peut-être le jour où vous êtes présent dans la structure, ben, elle peut se faire là au gré des résidents rencontrés. Elle est réalisée par les enquêteurs et supervisée un peu par le référent. Donc, elle est individuelle à partir de la lettre d'information, hein. Donc, en cliquant sur là, directement, vous avez accès à la lettre type qui vous a été adressée. Vous pouvez la scanner. Elle peut être voilà, envoyée par vos modes d'échange habituels avec les personnes qui sont les personnes qui peuvent être, donc qui protègent vos résidents quand ils font l'objet de mesures de protection. De collectives, je vous dis par affichage. Alors après, n'oubliez pas de l'enlever, parce que des fois, on se retrouve des affiches en quête de prévalence. 3 mois après, il n'y a plus d'intérêt. Un peu avant, c'est bien. Après, ça ne sert pas forcément à grand-chose. Donc, et cette lettre d'information décrit aussi, ben voilà, si le résident, il explique bien que cette enquête n'est pas obligatoire, qu'ils peuvent, les résidents, voilà, ne pas souhaiter y participer. Tout ça est décrit dans le courrier type. N'allez pas faire une autre information. Le courrier a été vraiment pensé de façon avec la CNIL, de façon la plus adaptée au niveau d'information qu'il était nécessaire pour ce type d'enquête. Et pas de consentement écrit, parce que ça a été quelque chose qui a été demandé. C'est voilà, juste un recueil après information d'un résident qui ne souhaiterait pas, à son initiative ou celle de la personne qui le protège, participer à l'enquête. L'analyse des données, donc c'est un rapport automatique qui sera généré par l'application. Donc, vous avez la main dessus dans l'établissement. C'est votre rapport. On n'attend pas quelque chose qui revienne du national. Et ensuite, le niveau national sera géré par Santé publique France. Et ça vous permettra, vous, dans un deuxième temps, de vous comparer par rapport à un échantillon national des 900 et quelques EHPAD. Donc, ça permettra de voir si vous êtes un peu plus vulnérable, entre guillemets, au risque infectieux associé aux soins, si vous êtes un peu ou moins vulnérable, si vous avez des patients plus à risque. Voilà. Ça va vous donner des pistes d'action d'amélioration. Donc, dans ce rapport, donc, il y aura, le SPS fera au niveau national un temps de comparaison par rapport à l'ENP 2014 sur les établissements, les indicateurs, les caractéristiques des résidents, les infections associées aux soins. Est-ce qu'elles ont évolué? Les traitements anti-infectieux, est-ce qu'on prescrit plus de certaines antibiotiques que d'autres? Donc, tout ce travail d'analyse au niveau national, ça va prendre un peu de temps. Et comme vous avez jusqu'au 31 décembre là, pour avoir clôturé vos fiches résidents, les résultats nationaux, vous les aurez, enfin, on vous les communiquera sur 2025. Pas aller plus vite que la date butoir de clôture. Le guide enquêteur, donc vous avez accès via le site internet du CEPIAS, également là avec les outils. Bon, il est dansant. Voilà, donc l'idée aussi de la présentation, c'est de vous faire vraiment un point sur les points forts.
Alors, le questionnaire, alors 2 questionnaires, hein, je vous rappelle. Je ne veux pas vous perdre, hein, c'est un peu long dans l'explication. Donc, questionnaire établissement et questionnaire résident. Questionnaire établissement, qu'est-ce que vous devez remplir? De l'administratif, du périmètre de l'enquête, de la capacité, de la charge en soins de votre structure et comment sont organisés les soins. Bon, ça semble beaucoup, mais données administratives, alors, aller vite, c'est automatiquement rempli. S'il y a une erreur, par contre, ou si ce n'est pas rempli, il faut penser à le corriger. Et l'administrateur local donc, doit s'identifier. Donc, vous voyez, on ne va pas rentrer dans le détail, c'est des choses qui sont absolument connues de toutes les structures. Les données, voilà, données administratives, bon, il y a quelques éléments d'explication, mais ce n'est pas la peine de passer plus de temps là-dessus. Tarifaire aussi, vous explique ce qu'on attend, mais je pense que ça est rattaché ou non à établissement de santé. Voilà. Alors, par contre, sur ces éléments-là, inconnus, je pense qu'on n'aura pas d'inconnus, hein. Vous savez si vous êtes rattaché ou pas à un établissement de santé. Et l'option tarifaire, c'est pareil, inconnu. Bon, je pense que c'est proposé, mais ce n'est pas souhaitable d'avoir de l'inconnu sur ces 2 éléments-là, sauf si vous êtes en attente de refonte ou sur une étape, un moment charnière mais bon, vous avez toujours un statut attaché ou pas attaché et une option tarifaire qui vous est, qui est celle de votre établissement. Donc là, le profil administrateur local. Donc, normalement, il est pré-rempli dans l'application, au moment où vous allez saisir, à partir des éléments qui ont été transmis dans l'annuaire national. Voilà, il est référent pour l'enquête et il aura des droits pour gérer les codes d'accès des autres personnes. Il pourra désigner d'autres personnes. Mais tout ça, en fait, toute la partie Prévias outils, c'est celle qui, en général, pose le plus de questions. Voilà, il y aura quelques éléments de réponse qu'on peut vous apporter, mais le mieux, c'est voilà, de pouvoir aller suivre la formation que fera Santé publique France sur la prise en main de l'outil. Et si, voilà, si voilà, vous n'avez pas le temps, on essaiera de faire quand même une espèce de guide utilisateur succinct en interne. Périmètre de l'enquête. Donc là, c'est là où on vous demande si vous faites l'enquête pour une seule structure ou si vous le faites pour un regroupement. Mais avec la prudence, attention, si vous regroupez déjà dès la saisie, vous n'aurez pas de rapport individuel. Donc franchement, on vous conseille, sauf situation vraiment particulière où, je sais pas, vous avez une EHPAD avec 4 lits dans une rue, 2 lits dans une autre, là où vous ne voyez pas trop l'intérêt d'avoir un rapport par unité. Là, vous pouvez regrouper, mais ça doit rester à la marge. En tous les cas, vous pouvez nous appeler si vous avez besoin de précision là-dessus, sur cette notion de regroupement. Et puis après, on pourra faire le regroupement dans un temps 2. Bon, par contre, si vous regroupez dès le départ, voilà, vous devez indiquer voilà, pour chacun la raison sociale, numéro financier, géographique et juridique. Donc voilà, donc faites attention toujours, voilà, tout ça c'est tout le regroupement. Voilà, ça vous explique un petit peu les risques aussi de regrouper si vous voulez après avoir des données individuelles. La capacité et la charge en soins. Donc, la capacité en nombre autorisé, le nombre d'hébergements, capacité autorisée, donc il vous précise que c'est le nombre de lits d'internat complet. Et normalement, automatiquement, ça doit être pré-rempli dans l'application, mais il faut surveiller. Voilà, si vous avez changé en nombre de lits, il faudra l'administrateur de votre établissement devra le corriger. Le nombre de jours annuels d'hébergement aussi. Hein, donc, voilà, c'est des données. Alors, bien sûr, c'est sur 2023. Et ces données qui sont en général connues. Ensuite, vous avez le GIR moyen pondéré. Donc, ça correspond celui que vous avez récupéré lors des dernières estimations connues du GIR et du pathos. Donc, si le jour de l'enquête, vous êtes en train de faire la coupe pathos, il faut voir, soit vous mettez celle de la dernière coupe, soit vous aurez les résultats définitifs du pathos avant septembre, le 30 septembre, parce que ça c'est la fiche établissement. Dans ce cas-là, vous pouvez attendre pour les indiquer avant la clôture. Mais si c'est après début octobre, mettez le précédent. En termes d'organisation des soins, qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande s'il y a un médecin coordonnateur. C'est oui et non, c'est binaire, c'est pas très compliqué. Une IDEC, oui ou non. Bon, inconnu, ça veut dire que vous avez, c'est pas vous qui faites l'enquête. C'est un petit peu embêtant pour les caractéristiques résidents. S'il y a un correspondant en hygiène,
pareil, oui, non. Si vous avez accès à une expertise en hygiène, donc expertise en hygiène, voilà, ils vont vous préciser ce que c'est que l'expertise en hygiène. C'est quelqu'un, soit vous avez du temps d'hygiéniste, c'est pas le correspondant en hygiène, c'est du temps d'hygiéniste en interne, une OH qui vient en renfort vous aider, soit c'est une équipe mobile en hygiène, mais c'est vraiment différent. Le correspondant en hygiène, c'est quelqu'un de votre, ou référent en hygiène, c'est quelqu'un de votre structure. Vous avez désigné ou qui s'est proposé pour être voilà, sur le terrain, pas que cette thématique l'intéresse, c'est pas le professionnel de l'hygiène. Donc, vous avez les deux à remplir. Un référent en antibiotiques, c'est pareil, on vous explique ce que c'est. Donc là, le référent en antibiotiques, ça peut être donc quelqu'un de la structure, le pharmacien, l'infectiologue. Ça peut être aussi quelqu'un d'une équipe multidisciplinaire en antibiothérapie, une EMA, qui sont en train de se mettre en place en Occitanie. Tous les territoires ont une EMA, sauf le 09, l'Ariège, le 81, le Tarn et le 82, le Tarn-et-Garonne. Dans toutes les structures, même si vous ne la connaissez pas, il y a une EMA. Dans ce cas-là, vous pouvez demander à votre EMH, si vous avez une EMH, votre OH ou directement le CEPIAS, voilà, quelle est cette personne ressource, et surtout regarder si vous avez, accès à son expertise. Ce sera peut-être l'occasion aussi de faire un point sur le déploiement de voilà, votre connaissance à vous et connaître ce dispositif de MA qui peut vraiment vous aider sur le bon usage des antibiotiques. La procédure de réévaluation dans l'établissement, on vous demande si vous avez un document qui décrit au niveau des antibiotiques comment elles sont réévaluées. Une unité adaptée, donc là, vous savez, alors unité adaptée, ce n'est pas toutes les unités de soins. Ce sont des unités qui correspondent soit à des caractéristiques résidents particulières, ou soit à des effectifs particuliers ou des secteurs géographiquement fermés. Donc c'est l'USA, l'UVP, le Cantou, l'UGD, l'UDF et l'UHR. Donc ce n'est pas les élections, mais bientôt presque. Mais enfin bon, pour vous, tout ça n'a aucun secret. Donc, c'est bien de l'identifier dès la saisie, parce que là, par contre, vous pourrez avoir un rapport spécifique pour les résidents de ces structures-là qui, des fois, par rapport au risque infectieux ou aux dispositifs invasifs, n'ont pas forcément les mêmes expositions, les mêmes risques que les autres résidents des unités plus autonomes. On vous demande aussi de renseigner, vous allez dire encore une fois, les consommations totales en solutions hydroalcooliques. Alors, c'est une question que l'on a eue. Déjà, est-ce que c'est bloquant ça? Si vraiment vous n'avez pas les moyens de connaître ce chiffre-là, donc ce n'est pas bloquant, ça ne vous empêche pas de faire l'enquête. Maintenant, si vous n'avez pas les consommations, vous pouvez aussi avoir accès aux factures, aux commandes de solutions hydroalcooliques. Donc voilà, essayez de le remplir avec les éléments que vous avez. Mais par contre, si vous ne le remplissez pas, ça ne sera pas bloquant. Ça, vous le verrez uniquement dans l'application informatique. On vous demande aussi pour ce questionnaire établissement quelle est la version du comité de l'antibiogramme de la Société française de microbiologie qui est utilisée par vos biologistes. Alors ça, vous ne pouvez pas l'inventer. Il faut aller voir. Alors des fois, ça y est sur le rapport, sur le résultat du prélèvement. Mais bon, là, franchement, pour le coup, c'est à voir avec votre biologiste, d'autant que vous aurez peut-être besoin qu'il vous aide à sortir les derniers résultats des prélèvements qui ont été faits pour les résidents. Voilà. Et si vous êtes accompagné par un professionnel de l'hygiène, donc on ne revient pas dessus, vous l'avez déjà identifié. Et voilà. Et la validation des infections et traitements anti-infectieux, voilà, si c'est le médecin qui a participé à cette validation. Donc voilà pour le questionnaire établissement. Donc là, c'est un peu long à expliquer, mais vous voyez, c'est une page et la plupart des critères, vous pouvez le remplir directement. Questionnaire résident, il a 5 parties. Une partie identification du résident, une partie sur ses caractéristiques, une partie sur les dispositifs invasifs, une partie sur les traitements anti-infectieux et une partie sur les infections associées aux soins. Donc pareil, un questionnaire, c'est un recto. Hein. Donc c'est ce questionnaire-là qui doit être, c'est autant de ce questionnaire-là que vous devez récupérer après l'enquête que de résidents éligibles à l'enquête le jour de l'enquête. Alors, identification du résident. Donc, vous allez mettre la date,
Alors, vous avez le format de la date, hein, voilà. Et vous pouvez mettre le nom et le prénom, en sachant que de toute façon, vous allez détruire ces questionnaires au 31 décembre. Le tout, c'est que une fois que vous aurez saisi, si vous devez revenir sur des fiches papier, vous puissiez faire le lien, hein. Il faut que vous retrouviez vos fiches si vous avez besoin de compléter. Par contre, sur l'application Prévias, on ne rentre pas de nom et de prénom. Quand vous allez saisir ces éléments-là dans Prévias, c'est lui qui va vous donner l'identification Prévias. Elle est donnée par l'application. Elle aura ce format-là, établissement médico-sociaux 2024-IDE-QE, IDE-QA. Donc QE, c'est le questionnaire établissement, QR, c'est le questionnaire résident. Et il va vous donner un numéro, voyez. Donc là, par exemple, un exemple, donc c'est un établissement qui est identifié pour l'application 2365. Et au niveau du questionnaire résident, ben, c'est le 12e résident qui a été saisi. Donc 12. Et ce 12, vous pouvez le reporter sur le questionnaire papier, à côté du nom ou à la place du nom si vous faites la saisie à l'instant T. Ça vous permettra, mais après, à un moment donné, le nom, il faut quand même l'avoir, de revenir vers ce questionnaire si besoin. On vous mettez l'année de naissance. C'est pas peine, vous n'allez pas calculer, des fois on est un mois près, machin. Là, c'est l'année de naissance, hein. Donc l'année de naissance qui a un format donc classique d'année. Vous mettez, alors vous mettez, attendez, je reviens de là. L'année de naissance, le sexe, voilà, vous mettez tout ça, mais je pense, voilà. L'année de naissance, donc c'est un format année, 4 chiffres. Voilà, vous mettez le sexe, là, ça va. Le code de l'unité. Alors, là, il y a 2 choses. Soit, alors, vous avez une unité qui correspond donc à une USA, UGDP ou UHR. Dans ce cas-là, vous la saisissez. C'est à ce niveau-là que vous la saisissez. Là, vous pouvez identifier, si vous le souhaitez, mais ce n'est pas obligatoire, les secteurs dans lesquels vous allez faire l'enquête, si après vous voulez faire une extraction par secteur. Vous avez 3 secteurs dans votre EHPAD, Valier, les Roses, les Marguerites. Vous pouvez écrire dans l'enquête l'identification que vous donnez à votre secteur. Ça permettra après de faire un focus. Si vous pensez que dans ce secteur-là, peut-être il y a plus de transmission croisée, ben, ça permettra de vous allez pouvoir vérifier par rapport à d'autres secteurs. Donc là, c'est l'unité qui correspond aux définitions que je vous ai données. L'hospitalisation dans les 3 mois, vous mettez oui si le résident, alors ça peut être inconnu si c'est un résident qui est rentré il n'y a pas longtemps, vous n'avez pas eu le temps d'aller voir le dossier. Bon, autrement, c'est oui s'il a été hospitalisé en hospitalisation complète plus de 24 heures dans les 3 mois, c'est non si ce n'est pas le cas. Pour l'intervention chirurgicale, donc voilà, vous allez pouvoir mettre dans les 30 jours qui précèdent l'enquête, oui s'il a été opéré, non s'il n'a pas subi une intervention chirurgicale, ou inconnu. Bon, pareil, on n'aimerait pas en avoir beaucoup, mais c'est un résident qui arriverait, que vous ne connaissez pas bien ou avec lequel vous avez du mal à communiquer. Et bon, le tuteur n'a pas toutes ces informations-là, ou alors vous n'avez pas accès au dossier, il peut être inconnu. Les escarres, on vous demande donc présence ou non d'escarres. Donc là, effectivement, il n'y a que les professionnels de terrain qui vont pouvoir vous aider à remplir ces critères. Et s'il y a une escarre, ben, il faut saisir le code de l'escarre avec un thésaurus qui va vous permettre d'accéder stade 1, 2, 3 ou 4. On n'a rien inventé sur ça. La désorientation, oui ou non. Avant, l'année dernière, en 2016, là, vous mettiez le GIR, là, on vous demande, bon, le GIR, vous le mettez dans le questionnaire établissement, c'est le GIR moyen pondéré, Pathos aussi, c'est le moyen pour le résident, c'est pas le GIR que vous rentrez, c'est ces critères-là, à la fois de désorientation, oui ou non, inconnu, mais de mobilité, ambulant, fauteuil roulant, alité ou inconnu, et d'incontinence, oui ou non. Voilà, donc c'est ces éléments-là, incontinence qui peut être urinaire et ou fécale. Ce sont ces 3 critères avec les escarres de facteurs de risque des résidents que vous allez renseigner. Sur les dispositifs invasifs, le jour de l'enquête, c'est simple, il a ou il n'a pas un dispositif invasif. Et s'il en a un, on vous demande quel type de dispositif invasif est concerné. Donc, une sonde urinaire. Alors, par sonde urinaire, c'est tout ce qui est dispositif endo-urinaire. Donc, une sonde vésicale, un cathéter susfélidien, une sonde urétérale, les étupes péniennes, non. Les sondages évacuateurs, non plus, ça ne reste pas en place, on met non.
Voilà. Pour le cathéter vasculaire, donc il en a un. Ben, s'il en a un, il faut identifier ce cathéter. Euh, Hop, je vais trop vite. Donc, soit il est périphérique, soit c'est un mythe, soit c'est une sous-cutanée, soit c'est un cathéter vide central, soit c'est un pic, soit c'est une chambre implantable. Et le cathéter doit être en place le jour de l'enquête. En place. Voilà, sur les traitements anti-infectieux, donc il faut donner, alors souvent peut-être que la personne qui va faire l'enquête, elle n'aura pas le thésaurus, ou vous avez dit l'aider, on ne va pas la surcharger. Là, normalement, quand on met le nom, c'est le nom de l'identification, dénomination internationale. Mais s'il vous met amoxicilline, c'est tout à fait ensuite facile au moment de la saisie d'aller vous retrouver dans le guide le codage qui correspond à la molécule amoxicilline. Je pense que c'est, si vous avez des enquêteurs qui sont de proximité des professionnels, je pense qu'il ne faut pas trop les embêter avec ça. Il y aura normalement pas beaucoup de résidents impactés. Il ne devrait pas y avoir beaucoup de résidents impactés. La personne qui contrôle les données, le référent peut aller remettre le code à côté après en suivant. Oui, parce que donc les anti-infectieux, vous allez rentrer tout ce qui est on vous demande d'identifier tout ce qui est antibiotique à voie systémique, à voie générale. Pour les imidazolés, les antiparasitaires, on met les traitements par voie orale, hein, le métronidazole oral, donc vous allez l'inclure. On met aussi les antibiotiques qui ont une visée intestinale, comme la fidoxamicine. Et vous voyez, ce code dont je vous parle, c'est le code international. Donc, l'enquêteur s'y met fidoxamicine, ça suffit. Après, il suffira de croiser avec la base pour la saisie. Vous mettrez le code. Les antimycosiques, c'est une question qu'on a eue aussi en débat la semaine dernière, c'est ceux qui sont par voie générale, pas les antimycosiques locaux. Par contre, les mycoses, vous allez les inclure dans l'enquête, mais si elles sont traitées par voie locale, vous ne saisirez pas l'anti-infectieux local, c'est uniquement ceux qui sont administrés par voie générale, orale ou IV. Les antifongiques, c'est pareil, et les antituberculeux aussi, ça a été rajouté, ça c'est par rapport à les autres années. Et on a aussi les antiviraux. Donc voilà, vous avez tout le thésaurus qui vous permet d'identifier voilà, le nom de la molécule, la voie d'administration, donc ça c'est pas très compliqué, IV, IM, sous-cute, oral, inhalation, et administration inconnue, bon, à voir, ça peut être peut-être, bon, pas sûr qu'on en ait beaucoup, mais peut-être à voir. La durée prévue, alors là, faites attention, c'est une particularité. On met la durée qui est prévue au moment de la prescription, c'est-à-dire en intention de traiter. Si vous faites l'enquête et que le patient est à son J3 du traitement antibiotique, la durée, voilà, c'est pas J3, vous regardez, le médecin, initialement, il l'a prescrit pour 7 jours. Donc, ça sera 7 jours. Alors, par contre, faites un petit peu attention si vous avez un paramétrage de vos outils informatiques qui associe à une ligne d'anti-infectieux une durée de 30 jours, parce que des fois, quand les pharmaciens ont paramétré vos outils informatiques, ben, ils ne sont pas rentrés dans les détails précis des durées correspondant aux durées habituelles. Donc, là, il faut peut-être pas, mais ce n'est pas 30 jours qu'il faut mettre, c'est parce que vous propose l'ordinateur par défaut. Il faut aller voir vraiment dans le dossier ce que le médecin a souhaité comme durée de prescription, et si ce n'est pas indiqué, il faudra le rappeler. Parce que si on a 30 jours pour tous les anti-infectieux, parce que Orbis ou je ne sais quel ordinateur a été tel dossier patient informatisé a été programmé à 30 jours, il y aura de sacrés biais dans l'enquête de prévalence. Donc, c'est vraiment la durée initialement prescrite du traitement quand il est à sa mise en place. Donc, le contexte de prescription, pourquoi le traitement antibiotique a été prescrit, c'était pour traiter, donc il est curatif, ou c'était prophylactique. Alors, prophylactique, ça veut dire que, imaginez, vous avez eu, pas de grippe parce que c'est au mois de mai, vous avez une épidémie de Covid, bon, peut-être, oui, pas, ça. Et donc, on a des résidents particulièrement vulnérables à risque qui ont été traités à visée prophylactique, exposés, et on veut éviter que de cette exposition, donc vous mettrez prophylaxie, mais vous ne devrez pas en avoir beaucoup quand même dans vos structures.
Il faut mettre le diagnostic qui est associé au traitement. Alors, ce diagnostic, vous ne pouvez pas l'inventer, et il est dans une grille, hop là, qui est là. Donc, si c'est une infection urinaire, c'est URI. Pyélonéphrite, voilà, bactériémie. Donc, soit l'enquêteur y met, et après, celui qui vérifie va se vérifier le codage, soit il sait. Bon, de toute façon, il y aura, pour ces traitements anti-infectieux, il y aura quand même un temps de contrôle des données et de vérification qui sera fait par voilà. C'est mieux le médecin, l'hygiéniste de la structure, l'IDEC, voilà, il y a la personne qui est un peu voilà, en charge de l'enquête. Mais toujours pareil, le traitement anti-infectieux dans un EHPAD de 60 lits, ce n'est pas 60 résidents. Toujours, il y a une difficulté qui est inhabituelle. La réévaluation. Donc ça, c'est toujours un temps où on se pose. Alors, la réévaluation, elle est uniquement pour les traitements anti-infectieux curatifs de plus de 3 jours, 72 heures. Donc là, vous devez regarder, en fait, si le traitement est en place depuis plus de 3 jours, si il y a eu un questionnement autour à 72 heures autour de ce traitement. Ça peut être le résident va mieux, plus de température, ça peut être, voilà, j'ai reçu l'antibiogramme, ok, vu avec le docteur, on continue le traitement ou on change. Voilà, tous ces éléments-là, c'est l'ensemble des éléments tracés dans le dossier qui vont vous permettre d'indiquer que le traitement a été réévalué. Si votre laboratoire, il est, alors faites attention, bon, il peut être réévalué à moins de 72 heures, il peut ne pas être réévalué, ça peut arriver, mais bon, réévaluer, c'est-à-dire bon, on s'est questionné, on est revenu vers le patient, on a reçu le résultat. Parfois, dans vos structures, surtout quand vous avez un laboratoire un peu éloigné, les résultats des antibiogrammes peuvent arriver à 4 jours, 5 jours, donc vous pouvez avoir des réévaluations après 72 heures du fait voilà, du délai de rendu du résultat du laboratoire. Donc voilà. Le lieu de prescription de l'antibiotique aussi, c'est important. Voilà, c'est la structure de l'établissement médico-social pour la plupart, mais ça peut être aussi un résident qui est revenu d'une hospitalisation avec un traitement anti-infectieux. Et là, le lieu de la prescription initiale, c'est l'établissement de santé. Donc ça, ou ça peut être la ville s'il est rentré avec un traitement anti-infectieux en cours. Ça peut être aussi autre dans le lieu de prescription. Donc ça, c'est le traitement anti-infectieux. Hein. Donc, vous voyez, il y aura quand même sur ce moment-là un temps quand même de vérification du codage du site. Et après, donc, si on passe au dernier critère, c'est l'infection associée aux soins. Donc, est-ce que le résident a une infection associée aux soins au sens où on va voir la définition, où on l'entend. Donc, c'est une infection qui n'était pas présente au début de la prise en charge, mais enfin, beaucoup de vos résidents sont là depuis longtemps. Et voilà. Par contre, il faut qu'elle soit active au moment de l'enquête. Si le traitement anti-infectieux est fini depuis plusieurs jours, c'est pas une enquête, on ne prend pas les infections anciennes. C'est le jour de l'enquête, là on fait vraiment la photo. Il est toujours sous traitement anti-infectieux, il a présenté les premiers signes depuis 5 jours, il est toujours infecté, donc voilà, il sera inclus dans l'enquête. Une petite exception pour les cas de Covid, pour pouvoir renseigner à la fois les éléments du Covid en lien avec les particularités du Covid. C'est une infection Covid, c'est un résident qui dispose dans son dossier médical d'une analyse biologique confirmant la Covid réalisée dans les 14 jours avant le début de l'enquête. Et c'est pas tout, il faut qu'il présente des signes cliniques qui sont décrits, mais tout ça, de toute façon, on le reverra avec l'analyse des cas cliniques. Hein. Alors, juste une particularité, le site infecté que vous allez coder pour l'anti-infectieux, il est générique, hein, c'est URI pour urinaire, il n'y a pas ce niveau de détail. Le niveau de détail, vous l'avez après pour l'infection. Par exemple, pour une infection urinaire, vous allez pouvoir coder une infection urinaire confirmée par un ECB positif ou une infection urinaire probable, c'est-à-dire que voilà, il y a des signes, le CBU n'a pas été fait, par contre, il a été traité. Voilà, on pourra avoir une infection urinaire probable. Ce n'est pas forcément ce qu'on devrait faire, mais c'est ce qui sera la réalité du jour où vous faites l'enquête.
Pareil pour les infections gastro-intestinales, vous avez à la fois la gastroentérite et le clostridium. Pour les pneumopathies, voilà, donc tout ça, on reviendra dans le détail. Mais le Covid, il y a 3 codages possibles: asymptomatique, symptômes légers ou symptômes sévères. Donc, voilà ce qu'on va rentrer: les infections urinaires, les infections gastro-intestinales, les infections respiratoires, les infections ORL, les infections cutanées, les bactériémies et les fièvres inexpliquées. Donc voilà, pour vous aider, donc bon, il y a vous avez toutes les sources d'informations que vous mobilisez chaque fois. Ben, ça va être le dossier du patient, les examens médicaux, c'est pas mal si vous l'enquête, les transmissions, les paramédicaux, hein, les températures, l'aspect des selles, si c'est une gastroentérite, les tests de laboratoire, le compte rendu des consultations. Tout ça va vous permettre de repérer les résidents potentiellement infectés et du coup d'affiner ces dossiers-là, et de regarder un petit peu, voilà, de compiler le maximum d'informations pour aller jusqu'à la validation de l'infection. Donc voilà, donc le site infecté, je vous en ai parlé. Clostridium, bon, c'est un peu une particularité qui est liée au Clostridium là, donc on le reverra parce qu'on aura un cas clinique là-dessus. Si c'est une infection qui est liée au cathéter, on vous demande de mettre le type de cathéter. Alors, normalement, c'est le même résident, donc vous avez identifié le cathéter dans les facteurs de risque. Si vous mettez une infection sur un pic, que là-haut, vous avez mis qu'il a une sous-cutanée, je pense que l'appli va vous dire qu'il y a une incohérence. Voilà, le micro-organisme, donc vous pouvez renseigner jusqu'à 3 micro-organismes. Et pareil, ça correspond à une codification, voilà. Et on vous demande le niveau de résistance. Donc, voilà, on a ciblé sur le stade doré, sensible à l'oxacilline, voilà, intermédiaire ou inconnu, avec 2 niveaux de résistance, l'oxacilline et les glycopeptides. Donc, du coup, c'est vrai que ça m'est arrivé, que ça va vous arriver, c'est vrai au décours de l'enquête de prévalence, de se rendre compte que finalement, on a peut-être un résident porteur d'une bactérie hautement résistante. Et du coup, il faudra aussi gérer ça en plus de l'enquête, par le résultat de laboratoire que vous aurez obtenu. N'allez pas demander des résultats pour ça. En fait, on ne demande rien en résultat microbiologique que ceux qui ne sont justifiés par la situation clinique du patient. Donc, on regarde aussi les entérocoques, Faecium et Fecalis, les entérobactéries, Acinetobacter et Pseudomonas. Donc, pour finir sur l'application Prévias, donc, comme je vous ai dit, peut-être que vous avez beaucoup de questions. Voilà, vous avez un support applicatif. Voilà, vous pouvez échanger avec Prévias. Vous aurez donc Santé publique France, à partir des contacts qui sont dans l'annuaire. Donc, pour les EHPAD tirés au sort, ces contacts ont été mis à jour en fonction des éléments que vous nous avez communiqués. SPF va envoyer un mail aux utilisateurs, donc début mai, bon, ils nous ont dit le 13 mai. Ça fait début mai, bon, a priori, d'ici le 13 mai, un message personnalisé à l'établissement. Voilà, et donc on va vous envoyer, voilà, et vous aurez une procédure à suivre dans les 2 jours qui suivent le retour que vous allez faire, dans les 2 jours qui vont suivre la réception du mail de SPF. Vous allez pouvoir identifier les personnes à qui vous identifiez comme personnes référentes de l'enquête. Voilà, vous avez la procédure. Alors, moi, je ne vais pas passer trop de temps à vous l'expliquer. Faudra la suivre et puis il faut le faire, hein, parce que là, je vous parle de quelque chose, il faut manipuler l'application. Mais éventuellement, on refera un petit focus à ce moment-là. Les profils des utilisateurs qui sont donnés, donc établissement, je vous l'ai dit, c'est lui, il a autant de comptes que nécessaire. Il y a un profil administrateur local, donc lui, c'est celui qui va pouvoir ouvrir des droits. Un profil CPIAS, un profil Santé publique France. Celui qui a voilà, il y a des droits au niveau des utilisateurs. Celui qui est utilisateur de l'application, il peut en fait saisir, valider, modifier ou supprimer des questionnaires et générer automatiquement le rapport. Celui qui est utilisateur au niveau établissement, celui qui est utilisateur au niveau local, il ne fera que de la saisie.
Voilà, donc je passe vite hein, sur là. Bon, on vous explique comment débloquer aussi un questionnaire que vous auriez bloqué, comment l'histoire des regroupements. Voilà. Et par contre, vous aurez tous les outils sur l'application. Pour finir là et rapidement avant les questions, donc voilà, juste les nouveautés par rapport à 2016 pour ceux qui l'ont fait, mais là je vais vite. Donc là, 2024, tout le monde peut y participer, les EHPAD y ressortent et les autres établissements médico-sociaux, notamment le handicap. Voilà, par contre, un focus sur les EHPAD, un peu une pression sur les EHPAD entre guillemets qui ressort pour les raisons que je vous ai expliquées d'orientation de la stratégie nationale. Voilà, de bien participer, de pouvoir être en capacité de faire l'enquête. Donc voilà, l'histoire des regroupements, les caractéristiques d'établissement. Et puis voilà, la grande nouveauté, enfin, ce qui est peut-être un peu plus lourd qu'en 2016, c'est que pour le résident, les caractéristiques du résident ne sont pas son GIR, mais sont le fait qu'il soit en unité adaptée, hein, donc UHR ou autre, qu'il ait une escar et si un escar le grade, qu'il soit désorienté, son niveau de mobilité, son incontinence. Voilà, sur le reste, ça n'a pas trop changé. En 2024, vous pouvez rentrer un traitement antibiotique de plus. On a élargi le champ des anti-infectieux qui étaient ciblés et des précisions sur la réévaluation qui, voilà, avant, on vous demandait si le traitement a été réévalué ou pas, c'était le auprès 72 heures, là, réévalué dans les 72 heures, mais il peut être aussi réévalué au-delà. Et on rentre en intention de traiter. Attention, ce n'est pas la durée proposée par défaut par l'ordinateur ou la durée du traitement, le nombre de jours de traitement qu'en fait l'enquête, c'est initialement, j'avais fait une prescription la prescription a été faite pour combien de jours. Voilà, vous avez la liste des sites qui sont ciblés. Donc, vous voyez, on a un peu insisté là-dessus au niveau, alors peut-être que vous allez en avoir un peu plus que 3%, c'est les infections buccales et les candidoses buccales. Donc, avec des définitions précises, et voilà, il vous est demandé de les identifier. Par contre, s'il n'y a qu'un traitement local, vous ne rentrerez pas le traitement anti-infection. Voilà. Et pour le Clostridium, on vous demande s'il a été le degré de certitude de son acquisition dans l'EHPAD. Les micro-organismes. Et voilà, donc je peux arrêter le partage. Voilà, j'espère que je ne vous ai pas tous perdus. Je devrais vous retrouver, je pense. Voilà. Hop, vous m'entendez toujours? Oui, c'est bon. Oui, ça va. Vous êtes tous endormis, je suis désolée. J'ai essayé de faire au mieux. Est-ce que vous avez des questions? Il nous reste un peu de temps. C'est pas facile de raconter une enquête. Vous allez me dire, c'est pas facile de la faire non plus, mais enfin bon, c'est pas un exercice facile. Est-ce que vous avez des questions? Moi, j'en vois pas dans le chat. Non, il n'y en a pas. Il y a Valérie Le Gall qui demande la parole. Ah, super. Vas-y, dis-moi, je vois pas les mains non plus. C'est bizarre. Ah si, ça y est. Oui, Valérie. Bonjour, vous m'entendez? Oui. Bonjour. J'avais une question, un détail par rapport au lieu de prescription. Si le médecin traitant prescrit du cabinet et faxe l'ordonnance, comme je ne sais pas, ça peut arriver parfois, s'ils n'ont pas accès, comment est-ce qu'on cote le lieu de prescription? Moi, je pense que ça doit compter établissement médico-social. En fait, c'est comment te dire, c'est le lieu où se trouve le résident. D'accord, ce n'est pas le lieu où se trouve le médecin, c'est le lieu où se trouve le résident au moment de la prescription. Oui, ouais, okay. On pourra le faire préciser si tu veux par SPF, mais ça me semble assez logique. Après, si le résident est parti et c'est un soin dentaire, tu vois, je dis n'importe quoi, un accès dentaire et qu'il est parti et que c'est le chirurgien dentiste qui a prescrit, là, tu pourras coder. Voilà, oui, le dentiste, oui, si c'est le dentiste, c'est au cabinet. Et il y avait comme exemple SOS médecin. Et si SOS médecin se déplace sur l'EHPAD, on est bien d'accord, on cote lieu de prescription EHPAD, enfin SMS. Oui, EHPAD, ouais. Après, il y avait une question. Alors, j'ai pas. Enfin, moi, voilà, il faudra peut-être qu'on fasse préciser parce que l'autre fois, il y a eu des questions sur les HAD qui interviennent en EHPAD. Alors, je ne sais pas s'ils vont jusqu'à avoir la prescription. Souvent, c'est les soins infirmiers. Si c'est le médecin de l'HAD qui prescrit, quel est le statut du résident quand il est en HAD? Est-ce qu'il est en HAD? Voilà, à mon avis, il est en HAD. Spécialisation. Ce n'est pas prévu dans l'enquête d'inclure HAD, c'est ça en fait. Oui, je voulais savoir, David, est-ce que tu
Hervé, on t'attend. C'est une Hervé, information qui faut lui couper le micro, Hervé. vous avez peut-être Oui, pas je m'en occupe. pour Tu les peux le faire, infirmiers, Caro? sur les Oui. Bon, après, vous voyez toutes ces subtilités en fait qu'on va voir au décours hein, parce qu'en fait, on a essayé d'être le plus proche du terrain hein, dans cette enquête, mais on n'est pas à votre place. Hein, donc, il y a effectivement des subtilités. Voilà, il ne faut pas hésiter vraiment quand vous démarrez toutes ces questions à nous les poser et on fera comme on avait fait début janvier avec les équipes mobiles indigènes. SPF est très réactif en général, on aura la réponse voilà, rapidement en fait. Hein. Sandrine, on a une question dans le chat de Nathalie, qui est IDEC à l'EHPAD Notre-Dame des Trois Petits Points. Un résident qui présente une BMR en continu sans traitement ni signe clinique, on ne le rentre pas. Non, non, c'est une colonisation. Donc, il n'est pas. Justement, vous aurez dans les cas cliniques un cas comme ça. Non, c'est pas. On ne rentre que les infections, pas les colonisations. Ça va être bon pour la BMR, BHRE, ça va être peut-être assez facile pour vous. Il y aura peut-être, voilà, il faudra bien faire attention pour les infections, enfin, pour les colonisations urinaires. Sur les BU un peu, sur les urines malodorantes, il y a des critères à la fois qui sont à la fois cliniques et microbiologiques pour entre colonisation urinaire et infection urinaire. On ne rentre que les infections. Je ne sais pas si j'ai été assez précise. Oui. Merci. Je vois des gens qui vous donnent de la tête. Je ne vois pas tout le monde. Alors, ça... Bon, après, franchement, c'est bon, c'est dense hein, au niveau du document. Après, si vous vraiment vous faites juste le focus sur la fiche résident, je pense, enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est quand même, voilà, pour les gens de proximité, c'est quand même assez simple à remplir. Moi, j'avais accompagné l'année dernière pendant un an une EHPAD de la région, puisqu'on devait faire une enquête d'incidence sur un an. Là, je me suis déplacée avec les gens de la structure et le médecin co, l'IDEC, pour faire l'inclusion au départ des 80 résidents, avec les mêmes critères un peu plus détaillés de facteurs de risque. Bon, globalement, il n'y a pas trop de difficultés pour le terrain à remplir les facteurs de risque résidents et les dispositifs invasifs. Il y aura peut-être plus de questions voilà, sur une infection, le lieu de traitement, l'hospitalisation. Il y aura quelques peut-être dossiers qui relèveront, voilà, que vous allez mettre de côté, sur lesquels vous reviendrez après pour les compléter. Alors, normalement, pour les EHPAD, beaucoup d'entre vous, pour ceux qui sont EHPAD, hein, sont accompagnés par une équipe mobile indigène qui a dû prendre contact avec vous. Si ce n'est pas le cas, hein, parce que j'en ai appelé certains ce matin, ça peut être nous, le CEPIAS, qui venons vous aider. Maintenant, voilà, comme je vous disais, et le MH non plus ne pourra pas rentrer les facteurs de risque des résidents, parce que là, il n'y a que vous qui les connaissez. Donc, on peut être présent, vous aider à valider les infections, répondre à vos questions. Après, ça dépendra des capacités de chaque structure, voilà, une aide à la saisie, possible ou pas, mais ça moi, je ne m'engage pas. Ça, c'est vraiment à chaque structure de le voir. Moi, je pense que la valeur, l'intérêt quand même si vous avez un appui d'une EMH ou vous, c'est surtout après le temps que vous allez, comment après, donc l'analyse de ce rapport et les actions que vous allez pouvoir en faire dans vos structures et pensez aussi à le valoriser ça dans votre évaluation externe pour ceux qui seront en train de la faire ou pour la prochaine mouture. Et croiser aussi par rapport au risque infectieux que vous allez identifier un jour donné, ce que vous avez mis dans les plans d'action de votre DAMRI aussi. Hein, que ça ait du sens en fait. Ça nous permet de réévaluer un petit peu le DAMRI en termes de vos priorisations d'action. Je pense qu'il y a Valérie, tu veux… Oui, il y avait 2 questions dans le chat. S'il n'est pas des volontaires pour participer, où doit-elle s'inscrire pour avoir les liens? En fait, toutes les structures vont, à partir de… Alors, toutes les EHPAD qui sont tirés au sort, donc les 102 vont recevoir par SPF les codes d'identification pour rentrer dans… Il n'y a pas besoin de se déclarer participant, en fait. C'est par votre code que vous allez ouvrir votre espace d'enquête.
Voilà, donc normalement, tout le monde doit avoir reçu son code d'accès. Bon, après, il faut être vigilant parce qu'en fait, SPF va doubler le message qu'ils vont envoyer aux EHPAD. Nous, ils vont nous dire qu'ils vous ont informé. Ils vont aussi mettre dans la boucle l'équipe mobile indigène. Beaucoup de choses partent dans les spams. On a des milliers de mails tous les jours, donc c'est parfois difficile. Si vous êtes parti, n'hésitez pas à revenir vers nous. On fera le lien. Mais normalement, tout va se gérer par messagerie automatiquement. Mais on vous renverra systématiquement en vous disant là, le SPF vous a écrit, allez vérifier. Enfin, on va essayer de vous faciliter la pêche aux informations parce que je vois que voilà, c'est compliqué hein, de faire le ménage dans nos messageries. Valérie, tu as encore ta main levée? Oui, j'ai encore une question, c'est concernant l'information des résidents et des familles. Combien de temps avant le jour de l'enquête tu conseilles d'informer, alors peut-être plutôt les familles ou via le CVS? Est-ce que c'est une semaine, 15 jours avant? Puis ensuite, il y a l'affichage qui va être fait quelques jours avant, mais l'information, on va dire officielle, il y a un délai qui est conseillé? Bon, je ne sais pas, là on est déjà le 16 avril. L'enquête, elle démarre au 15 mai. Je ne sais pas quelle date vous allez avoir choisi pour la faire. Bon, un mois, 15 jours avant, ça me semble correct. 15 jours, oui. Voilà, avec l'affichage qui reste. Voilà. Après, bon, par expérience, pour ceux qui en ont fait des enquêtes, après, si vous avez un conseil de vie sociale qui est prévu, ça peut être intéressant aussi d'en parler parce que c'est quand même un élément, moi je trouve, qui va dans le sens de la qualité de l'accueil de vos résidents aussi, hein, de dire voilà, on va faire un petit peu le point sur le risque infectieux, regarder un petit peu pour essayer d'orienter notre stratégie. Voilà, ça peut être intéressant de communiquer, mais il y a rarement, enfin peut-être, voilà. Bon, après, s'il y a des gens qui disent moi je veux pas, ben, là, bien sûr, on valide le je veux pas, comme on l'a eu pour la vaccination Covid ou autre, hein, il n'y a pas de souci. Mais par contre, il ne faut pas avoir un consentement écrit. Hein. Certains nous l'ont demandé, non. Hein. C'est pas un acte à risque qu'on va faire. Donc, déclaration à la CNIL, ça a déjà été fait au niveau national. Donc, vous en occupez pas. Vous, c'est juste une information individuelle du résident ou de son représentant légal. Merci. Voilà. Le talon, c'est tous les 3 ans. Il est aveugle en plus. J'entends des voix, mais je pense que ce n'est pas des voix pour l'enquête. Je ne vois pas d'autres messages. Il y a d'autres questions. Ouais, c'est la prescription initiale. Donc, attends. Juste prescription initiale ici. Ouais. Il y a des questions dans le ouais, je vais regarder. Hop, je coupe juste un micro. Voilà. Alors, bonjour, ayant été absente sur les 15 premières minutes, pourriez-vous m'indiquer combien de résidents faut-il solliciter? Alors, en fait, il vous faut prendre tous les résidents de votre structure. Voilà, donc si vous faites l'enquête, alors soit vous êtes une EHPAD qui est tirée au sort et là, vous pouvez nous rappeler, nous, on vous dira combien SPF a relevé de résidents dans votre structure. Hein, on l'a vu ce matin avec certains d'entre vous. Là. Parce que des fois, vous avez des petites structures annexes. De toute façon, c'est tous les résidents de la structure, si vous faites l'enquête. Vous ne pouvez pas la faire uniquement sur un secteur. Ce n'est pas recommandé en tous les cas. Par contre, vous pouvez faire sur des temps différents dans chaque secteur de votre EHPAD. Écoutez, je ne vois pas d'autres messages. Je ne sais pas si vous... Est-ce qu'on aura le diaporama? Si, alors oui, vous avez tout accessible sur le site du CEPIAS. Vous l'aurez. Donc ça, est-ce qu'il faut suivre les webinaires sur les cas cliniques? Est-ce qu'il faut? Alors, il n'y a rien d'obligatoire. Hein. Est-ce qu'il faut? C'est comme vous voulez. Les cas cliniques, il y a 10 cas cliniques qui vous sont proposés. En fait, c'est un peu du pas à pas. On décrit des situations. Hein, monsieur présente des urines malodorantes. C'est vraiment des cas qu'on a vus le plus proche de vos situations cliniques. Et ensuite, on découpe et on fait du pas à pas pour le remplissage
pour le remplissage des fiches sur la partie infection et résident. Donc bon, franchement, ça peut être aidant si vous avez suffisamment d'informations là et que vous sentez. Après, vous aurez le support aussi, vous pouvez les vérifier. Ça, c'est vous qui voyez. Hein, c'est un petit peu à votre, voilà, selon votre niveau d'expertise. Et voilà, c'est toujours intéressant de rentrer vraiment dans le réel. On a voulu des cas les plus réalistes possibles, mais bon, il n'y a rien d'obligatoire. Alors, une autre question, sur combien de temps se fait l'enquête au sein de notre établissement? Alors, vous choisissez la période de l'enquête entre le 15 juin et le 15 mai et le 28 juin. Et par contre, vous choisissez une période, alors il ne faut pas trop l'étaler. Si vous avez une très grosse structure, donc c'est par secteur. Par contre, c'est un jour donné par secteur. Si vous avez, je ne sais pas, 5 secteurs différents, bon, sur la semaine, hein, oui, mais c'est vrai que plus vous allez l'étaler, plus ça va être compliqué pour vous et plus vous aurez des mouvements de résidents ou des expositions à des facteurs de risque. Si vous avez une épidémie gastro qui démarre, voilà, il vaudrait mieux quand même que ça reste sur la semaine. Mais par contre, faites attention, ça va être un peu compliqué. Par secteur, c'est un jour. Alors, secteur, c'est l'unité verte, l'unité rouge, enfin, je ne sais pas comment vous les dénommez. Voilà, un jour donné. Caroline, il y avait une petite question, j'en profite parce que je vois que tu es là encore. Non, pas d'autres L'accès questions au pour l'instant. support, tu sais quand c'est qu'on les mettra sur le site? D'ici la fin de semaine? C'est ce qui est demandé, mais je ne sais pas. Bon, après, Oui, l'enquête, j'ai répondu hein, dans le tu as chat. répondu, pardon, excuse-moi, Ouais. je n'avais pas vu. Vous voyez, c'est du vécu, hein. On est une à Montpellier, l'autre à Toulouse. C'est un peu compliqué. Bon. Après, de toute façon, vous êtes vraiment, enfin, on est là vraiment pour vous accompagner sur les. Bon, déjà, en priorité, vos équipes mobiles en hygiène, quand elles ont déjà contacté. Bon, franchement, sur l'Occitanie, vous êtes très bien accompagnés puisqu'on a quasiment plus de 90% des EHPAD qui aujourd'hui bénéficient de l'intervention d'une équipe mobile en hygiène. Donc, il y a encore très peu d'EHPAD qui n'ont pas réussi à conventionner. Souvent, c'est lié un peu à la jeunesse de l'équipe mobile en hygiène et des moyens qu'elle a. Mais on est quand même, par rapport à d'autres régions de France, voilà, vous êtes bien accompagnés. Avec la région ARA, on est la deuxième région de France pour laquelle l'ARS finance ce dispositif d'accompagnement équipe mobile en hygiène qui ne coûte rien à vos structures et par contre dont l'intérêt et l'efficacité a montré tout son enjeu pour la crise Covid et perdurera au-delà de la crise Covid puisqu'on a de la certitude par le ministère que ces financements seront reconduits. Donc, ça peut être aussi l'occasion pour vous de prendre contact avec ces équipes mobiles en hygiène et puis de voir dans quelle mesure au fur et à mesure de leur montée en charge, elles pourront vous accompagner. S'il y a un Cantou, faut-il les faire indépendamment? En fait, ça, c'est vous qui dépendez. Si vous avez un Cantou, une petite unité à côté que vous pouvez faire le même jour, il n'y a pas de souci. Juste pour les résidents du Cantou, il faut cocher sur la partie droite que c'est sur l'unité protégée. Ouais, vous voyez, différemment. Après, si ça ne rentre pas, je ne suis pas sûre que le Cantou rentre sur les UHR. Autrement, vous pouvez identifier le Cantou dans la partie gauche comme étant le Cantou si vous voulez des éléments spécifiques pour le Cantou. Et après, si vous voulez pouler tout le monde en même temps, parce que ça, c'est vous n'avez pas d'intérêt à avoir des éléments différents, vous mettez tous vos résidents, vous n'identifiez pas de secteur. Ouais, c'est vous qui choisissez. Écoutez, si on a épuisé toutes vos questions, et j'espère qu'on ne vous a pas épuisé, voilà, on va se quitter. Pour les cas cliniques, de toute façon, vous aurez les supports également. Alors après, bon, c'est des cas, c'est vraiment c'est pas de la médecine qu'on va faire, c'est vraiment la spécificité de la définition de l'infection associée aux soins dans la pathologie infectieuse, en fait. Donc, vous pouvez regarder quelques cas. Enfin, de toute façon, vous aurez accès au support. Donc, c'est un peu plus une aide. Le gros d'informations, vous l'avez eu aujourd'hui.
Ben, écoutez, je pense, s'il n'y a pas de questions, pas de regrets, n'hésitez pas, hein, on est là, on peut encore. Autrement, si c'est bon, ben, écoutez, on va vous libérer. Ben, merci à vous surtout, hein, de votre attention. On n'a pas parlé trop de monde. C'était pas un exercice simple. On préfère vous parler de plein de choses. C'est compliqué.